Bon, alors bonsoir à tous. Je remplace au pied levé donc Pierre Larouturou. Pour me présenter, Rémi Demers-Seman-Pradel. Je suis chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise sur Haute-Garonne, et j'accompagne depuis quelque temps Pierre Larouturou dans la promotion des idées du collectif Roosevelt 2012, dont je suis l'un des signataires. Donc c'est avec plaisir qu'on vous a présenté ce film ce soir. Nous allons essayer d'ouvrir un débat et une discussion intéressante entre les différentes personnes qui sont ici. L'un des intérêts du collectif Roosevelt 2012 étant de sensibiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, les citoyens aux questions économiques actuelles et de pouvoir faire prendre conscience des enjeux qui ne sont pas forcément toujours connus et pouvoir décrypter les choses. Voilà, je te laisse te présenter aussi. Oui. Donc moi je m'appelle Bruno Domena, je fais partie du collectif Roosevelt depuis quelques mois. Et donc j'ai pu participer depuis mon arrivée à plusieurs événements, dont notamment le congrès avec le PS, où on a été faire de la distribution donc de livres que vous avez pu voir à l'entrée de Pierre justement. Et donc comme Rémi l'a dit, le but ici de ce soir était de vous amener donc à voir ce documentaire, mais aussi de voir ce que vous, en tant que citoyen, vous pensiez, si ça éveillait certaines questions, certaines frustrations. Enfin, je pense qu'on est quand même traversé par beaucoup d'émotions, beaucoup d'interrogations. Quand on voit des documentaires comme ceci, il y avait aussi dans la même trempe des documentaires comme Debtocratie ou Chaos qui va bientôt sortir. Donc voilà, on essaye aussi d'amener une réflexion à est-ce que les forces du marché telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui et fonctionnent depuis déjà pas mal de temps sont vraiment les solutions qui peuvent amener certaines pistes pour sortir des problèmes qu'on connaît aujourd'hui, problèmes socio-économiques qu'on connaît. Je prends ici, on parlait surtout de la privatisation, mais je pense surtout à la croissance. On est tous partis dans une course à la croissance. Est-ce que cette croissance peut être un vecteur de solution pour tous les problèmes qu'elle amène en même temps dans son développement? Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés en partant du film ce soir, et c'est ce que le collectif Roosevelt essaye de provoquer à travers les événements qu'il organise. Donc voilà, merci. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, l'un des travaux que Pierre a entamé consiste à pouvoir influencer les décideurs. Donc ça veut dire participer au congrès, mais ça veut dire également rencontrer, si possible, le président de la République, rencontrer les membres du gouvernement, et puis faire des réunions comme on fait ce soir, pour pouvoir construire des passerelles. C'est vraiment la démarche. Tu parlais de la notion d'absence de croissance, et je pense que on peut peut-être commencer par ça, puisque c'est symptomatique de l'une des difficultés que nous rencontrons actuellement. Ce que vous voyez là est un document que vous pouvez trouver sur le site internet roosevelt2012.fr. Alors, de manière pédagogique, pour continuer dans la logique du film, en prenant les faits, on constate quoi? En France, depuis les années 60, on constate que le taux de croissance ne fait finalement que baisser, alors que la volonté des gouvernements ne fait que vouloir remonter la croissance. Et l'une des questions qu'on souhaite amener sur le débat et de se dire finalement est-ce qu'on doit courir après la croissance. Aujourd'hui c'est effectivement le choix qui est fait de dire la croissance est la solution, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne retrouve jamais la croissance? Donc un exemple assez frappant des problématiques de ce qu'on appelle la accroissance, l'absence de croissance, voilà le cas du Japon. La croissance du Japon entre 85 et 2011, 6 années au départ avec 4,5% de moyenne, et puis depuis 20 ans, quels que soient les efforts du Japon pour pouvoir augmenter la croissance, quels que soient les efforts du Japon, la croissance stagne à 0,7%.
à partir du moment où le dogme est on doit aller chercher la croissance et qu'on ne réussit pas à aller chercher la croissance, qu'est-ce qu'on fait? On crée des contraintes. On crée des contraintes avec des plans de relance qui coûtent de l'argent, avec des opérations de recherche, avec des opérations de financement au taux d'intérêt à taux zéro, ce qui coûte toujours à quelqu'un à un moment ou à un autre. Quoi qu'on fasse au niveau du Japon, on arrive à 0,7% de croissance. Donc vraiment l'une des problématiques, l'une des questions à se poser, c'est le point de départ, c'est l'un des points de départ de l'analyse économique de Roosevelt 2012, et de se dire on cherche la croissance. Et j'en terminerai là-dessus sur la notion de accroissance. Voilà. Je pense que ça parle tout seul. L'idée est de se dire arrêtons de se poser les mauvaises questions. Voilà. J'ai entendu, moi, il y a une semaine, un responsable politique national se féliciter d'avoir, je crois, fait 0,2% de croissance au dernier trimestre. 0,2% de croissance, on est juste dans les logiques des derniers taux que nous avions. Alors on échappe à la récession, mais finalement, les 2,5% de croissance de l'avenir, ils sont un peu compliqués. Est-ce qu'on peut passer à une phase de questions peut-être sur... voilà, il y a déjà quelques questions. Tu peux passer le micro à la limite. Vous avez probablement dans ces slides une des courbes qui explique le chômage, sans comme quoi le chômage ne baisserait pas même si on avait la croissance. C'est la courbe de productivité qui depuis les années 70 a complètement explosé. On voit la part des salaires dans la valeur ajoutée. Voilà. Parler de la productivité, c'est l'effet de la productivité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon. De toute façon, plus on a cru, plus on est développé, moins on fera de croissance, parce que quelqu'un qui part de zéro, il peut faire 100% la première année, puis 75, etc. Mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est qu'on parle de croissance toujours en PIB, en choses comme ça. Le problème n'est pas de faire de la croissance, le problème c'est de donner un emploi à tout le monde, que tout le monde soit utile et que tout le monde reçoive le juste dû. Hein? Et ça, c'est le rôle que doit jouer la monnaie. Or, la monnaie, on ne l'envoie pas là où il faut, elle est créée par de la finance, je ne vais pas m'attarder sur la monnaie, mais à partir du moment où ce n'est plus les États qui ont le pouvoir monétaire, eh bien, on peut dire qu'on n'est plus en démocratie, parce que la monnaie, c'est quand même la semence qui doit germer et faire aller dans la bonne direction, et qui permet à la fois de répartir le travail et de répartir ce qui a été produit en biens et services. Alors, c'est ce problème-là qui est le problème de base, et tant qu'on ne récupérera pas la monnaie et qu'on ne la fera pas fonctionner comme une semence, c'est-à-dire en perdant de la valeur tous les jours pour tuer la finance, hein, eh bien on n'en sortira pas. Alors, je vais juste donner un petit élément de réponse par rapport au PIB, et puis après peut-être que Rémi parlera plus de la monnaie en particulier. Il faut bien se rendre compte que le PIB ne mesure qu'un aspect de la richesse, c'est l'aspect matériel de la richesse. Or, vous êtes conscients, enfin on est tous conscients que la richesse ne se limite pas qu'à son aspect matériel. D'autres indicateurs ont aussi été développés, je pense notamment à l'IDH, mais il y a toute une batterie d'autres indicateurs subjectifs. Et en fait, on observe quand on observe donc on essaie de mettre en rapport l'évolution de ces deux indicateurs, donc les indicateurs subjectifs de bien-être et l'indicateur PIB. On se rend compte qu'en fait, plus l'indicateur PIB a tendance à augmenter et plus les indicateurs de bien-être subjectifs diminuent. Donc il faut quand même bien se rendre compte que on arrive à un moment où on n'a jamais été aussi riche. En tout cas, je parle au niveau mondial, on n'a jamais accumulé autant de richesses, mais il faut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que, à côté de ça, les indicateurs subjectifs de bien-être, de richesse, montrent une diminution dans notre vie quotidienne. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, il y a des notions d'ailleurs de bonheur intérieur net
plutôt que de produit intérieur brut peuvent être intéressantes de commencer à étudier. Il y a déjà quelques études qui sont faites sur le sujet. Mais à partir du moment où l'économie aujourd'hui n'est pas au service de l'homme, on ne va pas réfléchir au bonheur intérieur net de l'homme, mais plutôt au produit intérieur brut qui va permettre de générer les richesses que vont pouvoir capter certains. C'est quand même tout le thème du film, de dire la privatisation des services publics, c'est la captation par quelques-uns de la richesse collective. Alors on peut parler de la problématique de la monnaie, mais je suis pas certain que la problématique de la monnaie aujourd'hui soit à l'origine principale de notre difficulté. Il y a un graphe qui est très parlant sur la problématique qu'on vit depuis quelques années, c'est celui-là. Sur celui-là, on voit bien qu'il y a eu une rupture politique entraînant une vraie rupture en termes d'endettement au début des années 80. Le film parle de Reagan et de Thatcher. C'est l'avènement à ce moment-là des politiques néolibérales consistant à dire arrêtons de taxer les plus riches et laissons filer la dette. Voilà. Ça nous semble beaucoup plus à l'origine de nos difficultés actuelles que le reste, à savoir pour pouvoir, si l'État ne touche pas les taxes des plus riches, pour pouvoir continuer à consommer, il faut faire de l'endettement. Je ne vais pas refaire toute l'historique de la crise économique dans laquelle on est, à partir d'une crise financière qui a donné lieu à une crise immobilière, une crise financière en cascade. Mais la problématique vient de là, déjà, principalement, avant la problématique de la monnaie. La monnaie est un outil permettant de réguler. On a une problématique aujourd'hui où on a une monnaie européenne et on n'a pas une régulation européenne au sens où on n'a pas une Europe sociale, ce qui est aussi une des attentes du collectif Roosevelt, d'avoir une vraie coordination européenne pour qu'on ait à la fois la tête et la main, c'est-à-dire la réflexion et la monnaie, qui puissent agir de concert pour l'intérêt des citoyens. Mais l'une des principales problématiques vient quand même de cette rupture dans la logique. Faut bien voir que la logique, si on a commencé à 52, on aurait pu remonter un peu avant, mais la logique qui a été rompue dans les années 80, c'est quand même la logique qui date de l'après-crise de 29 et de l'arrivée de Roosevelt, d'où le nom Roosevelt 2012. Quand Roosevelt est arrivé au pouvoir après la crise de 29, il a très vite mis en place un certain nombre de régulations qui ont sauté dans les années 80. Et ces régulations ont bien fonctionné pendant des années. On ne peut pas dire que ce soit ces régulations-là qui aient sauvé l'économie des États-Unis, puisque la Deuxième Guerre mondiale y a participé aussi, en partie. Mais on a eu ensuite de nombreuses années très équitables, on va dire, sur le mode de fonctionnement économique, qui ont été rompues dans les années 80, avec les conséquences qu'on sait aujourd'hui. C'est pour ça que le collectif prône à un certain nombre de décisions. On a 9 ou 15 propositions, ça dépend des supports médiatiques qu'on utilise, mais qui permettraient de relancer une nouvelle donne, de la même manière qu'il y a eu le New Deal de Roosevelt dans les années 30. Si on est sur un territoire fini et qu'on parle de pays émergents qui, eux, croient, comment est-ce que tout le monde peut arriver à croire en fait, sur cette terre qui, elle, reste bien finie et on connaît exactement ce qu'elle est apte à pouvoir encaisser on discute à l'heure actuelle donc d'un réchauffement climatique où on sait que la température augmente, que cette température provoque des catastrophes. Et donc si tout le monde a une aisance qui part donc dans une croissance très agréable, donc ça va rejeter des émissions carbone et donc continuer à faire cette augmentation de température. Est-ce que nos politiques ne sont pas plutôt en train de réfléchir à laisser la place aux autres et à être sur une courbe décroissante pendant que d'autres sont sur une courbe croissante. Donc là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis. Et après, en tant qu'économiste, je serais aussi curieux d'avoir votre avis sur les visions mondialistes. Naomi Klein, dans la stratégie du choc, nous explique bien que c'est des actions qui sont réfléchies depuis un certain temps pour amener sur des objectifs bien précis. Là, on est sur un visuel qui nous montre donc la dette des États-Unis. Il y a des faits très contestables qui nous montrent que si on nous a retiré la production de la monnaie via la loi Giscard-Pompidou, c'est pas ce nom-là précisément, en 72, et d'autres faits, on sait que les élites ont une volonté et des visions à très long terme, et donc je crois qu'il serait intéressant donc de ne pas sortir ça du débat. Et donc vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En tant qu'économiste, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quel est votre avis aussi sur ces travaux qu'exécutent donc les élites sans forcément demander l'avis du peuple? On a obligé les Grecs à rentrer dans l'Europe pour, encore une fois,
pour de la réforme administrative. On nous oblige à ce que des choses se passent, mais on est très conscient que si on demandait à tout le monde de faire ci et ça, on sait très exactement qu'on ne ferait pas ces cas-là. Donc les choses qu'on nous fait subir, est-ce que derrière il n'est pas intéressant de voir le côté positif peut-être de la chose, quoi. Voilà. Alors je me sens jamais offusqué d'être appelé économiste, même si je pense pas avoir le droit d'avoir le titre du tout. Première question, la logique n'est pas soutenable d'un point de vue de la finitude de la planète. La logique n'est pas soutenable, n'est pas durable, c'est clair. Maintenant, tant qu'on sera capable d'aller chercher un nouveau gaz de schiste ou un nouveau système énergétique nouveau, innovant, qu'on va aller chercher à un endroit un peu plus profond, tant qu'on n'aura pas fini de percer la Terre dans tous les sens, il y aura des gens pour continuer à faire cette croissance-là, c'est-à-dire croître en utilisant encore plus d'énergie et en asséchant encore plus la planète. Et au vu des réserves de gaz de schiste, par exemple, qu'on nous promet, alors qu'on était arrivé au stade presque, la population commençait à se dire, tiens, le pétrole c'est bientôt terminé, il va vraiment falloir qu'on passe à autre chose. Bon, il y a un espoir, on peut continuer, il y a le gaz de schiste, il y a le pétrole de schiste, et puis on va faire mieux. Donc tant qu'il restera des solutions de ce type-là, on ne sera pas dans la difficulté. Les économistes pensent à long terme. J'aurais malheureusement tendance à penser que la majorité des hommes politiques ne peuvent pas penser à long terme. Ça fait des années qu'il n'y a plus d'investissement d'infrastructures majeures en France. Un plan comme le TGV a été lancé dans les années 70, avec une vision sur le très long terme. On n'a plus ces démarches-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui manque. C'est justement une des problématiques que nous avons, c'est que l'ensemble des décisions politiques qui sont prises, politico-économiques qui sont prises, vont plus dans le sens court terme que dans le sens long terme. Alors j'entends que ça râle un peu, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai, alors que je suis preneur d'en discuter. Mais donc je confirme cette difficulté-là qui est une tendance court-termiste des décisions et qu'on retrouve au niveau des entreprises. Et ça, je peux en parler d'autant mieux que je suis à l'intérieur, où les décisions sont prises pour une perspective à 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai participé aux travaux du Centre des jeunes dirigeants qui a rédigé un livre blanc avant les présidentielles, qui est assez proche des travaux de Roosevelt 2012, qui préconisait la création de ce qu'on appelle une bourse visqueuse, une bourse à viscosité assurée. C'est-à-dire que vous faites un investissement, vous faites un placement, mais plus votre placement est fait pour être long, plus vous allez toucher une survaleur sur votre placement. Ce qui vous incite à non plus faire des placements court terme que vous changez, mais des placements long terme. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, les placements boursiers, la majorité des placements boursiers sont faits automatiquement par des algorithmes, et que pour gagner des millions d'euros, millions de dollars, on déplace les serveurs informatiques qui font ces calculs-là pour les rapprocher des autres serveurs pour gagner quelques morceaux de seconde à cet endroit-là. Alors c'est la logique principale aujourd'hui. J'aimerais juste rajouter un petit élément pour cette question-là. Je trouve que nous qui vivons dans les pays du Nord, éthiquement, c'est très très malvenu de dire aux pays du Sud, mollo sur votre mode de développement, votre croissance, vous voyez bien, nous on s'est planté, ne faites pas la même chose que nous, quoi. Je pense qu'on n'a rien à dire à ces pays émergents qui finalement eux ont aussi envie d'avoir leur part du gâteau. Après, je pense justement que comme on a expérimenté ce modèle en long et en large, je pense aujourd'hui, en tant que citoyens de ces pays riches du Nord, c'est à nous aussi à changer nos modes de fonctionnement, nos modes de consommation, pour justement montrer que ce système peut être viable, mais si on change notre soif de toujours plus, de ces besoins insatisfaits qu'on doit toujours renouveler et sur lesquels en fait tout est basé, toute la croissance est basée. C'est comme ça que tout tourne en fait. Donc voilà, je pense que on a vraiment un rôle essentiel à jouer et les pays émergents, je pense, ont droit de faire leur erreur, mais on ne peut pas non plus leur taper dessus avec un bâton en leur disant ne faites pas comme nous, quoi. Donc voilà, c'est mon avis pour ça. Il y a une question là-bas, il y a une question après au milieu. Merci. Moi j'ai trouvé ce film très intéressant parce qu'il pose le vrai problème finalement.
les difficultés que nous vivons, elles ne sont pas tellement liées à une pseudo-crise, etc. D'abord, une crise, ça dure pas 4 ans. Ensuite, je crois qu'il pose bien le problème, c'est-à-dire que nos difficultés, elles viennent de ce vieux principe qui est de privatiser les profits et de collectiviser les investissements et les pertes. Et là, il montre bien, dans le film, que finalement, il y a ces rapports incestueux entre les politiques et les grands financiers, les grandes entreprises, et vous voulez, qui nous mettent dans les difficultés, disons. Je dirais autre chose avec les copains, mais enfin bon. Un manque quand même dans le film, mais vous le soulignez, il est là. Qu'est-ce qui se passe en 1980 aux États-Unis? On a une dette totale des États-Unis de 1950 à 80 qui est stable, et puis en 80, flou. C'est simplement qu'en 1980, les États-Unis ont trouvé que plutôt que de financer par la planche à billets leur déficit, il valait mieux emprunter sur les marchés financiers. C'est une décision tout à fait politique, prise par des hommes politiques, et ça donne un résultat que l'on sait, et c'est l'un des problèmes de Obama récemment élu, si vous voulez, où cette courbe continue à grimper audacieusement. Et c'est quand même, faut se poser quand même la question, c'est-à-dire aujourd'hui, les États ne décident plus de leur taux d'intérêt, ne décident plus de la valeur de leur monnaie, etc. C'est un standard & Poor's quelconque qui dit non, la France, il faut qu'elle soit à un tel niveau de remboursement. Alors, aujourd'hui, les banques empruntent à la Banque Centrale Européenne aux alentours un peu moins, en dessous de 1% par là. Et on prête à la Grèce, un pays, c'est l'abomination la Grèce, on prête à la Grèce aux alentours, ça a baissé, mais aujourd'hui, je regardais ce matin, c'est aux alentours de 25%. Alors moi je veux bien prêter 1 euro si demain vous me remboursez 25. C'est assez cool comme système. Alors que faire? Que faire? Et ça, si vous voulez, moi je trouve, c'est là que je vous relance sur Roosevelt. Je trouve que effectivement, on peut être, enfin, les 15 propositions, elles sont intéressantes, on peut en discuter. Enfin, c'est une piste, on peut en discuter. Mais il y avait une citation de Castoriadis là dans le film, et Castoriadis dit il ne faut pas se préoccuper de ce qui est. Il faut se préoccuper de ce que nous voulons. Et je trouve que c'est ça, le problème. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une humanité qui puisse se nourrir, se loger, se soigner, éduquer les enfants, etc. Je vous rejoins sur la conclusion de fin. Utopie. Je vous rejoins sur la conclusion du film, qui disait soit vous voulez la liberté, soit la tranquillité. Oui. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Ça peut apparaître comme une utopie, mais heureusement que c'est une utopie. Roosevelt, il était totalement utopique. Il était dans une situation bien pire que celle d'aujourd'hui aux États-Unis. Entre les années 45 et 80, ils ne sont pas trop mal sortis avec les techniques de Roosevelt. Nos ancêtres en 1788, ceux qui pensaient qu'on pouvait se passer d'un roi de droit divin, en plus, ils n'étaient pas très nombreux. C'était des utopistes. Et puis nos parents ou nos grands-parents, pour les plus jeunes d'entre nous, si vous voulez, qui en 1942 pensaient qu'on pouvait peut-être ne pas être sous la coupe des nazis, ils n'étaient pas non plus très très nombreux, et c'était des utopistes. Donc je crois que, oui, je termine, si vous voulez. Donc je crois que aujourd'hui, l'urgence, si vous voulez, c'est de réfléchir collectivement à ce que nous voulons et d'en prendre les moyens. On ne va pas faire réfléchir Hollande. Alors, je vous rejoignais jusqu'à cette dernière phrase. C'est-à-dire nous voulons, vous voulez dire qui? Quand vous dites nous voulons, vous voulez dire qui? Nous, c'est nous. Ah oui. Nous, c'est nous. Je vous rejoignais jusqu'à cette dernière phrase. C'est le nous de majesté. C'est-à-dire que la démarche qui est engagée aujourd'hui, c'est justement de faire changer les personnes qui ont la gouvernance en France, quelle qu'elle soit, que ce soit le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel. Et là où je vous rejoins encore plus sur ce que vous avez dit, c'est sur la volonté
de la part d'un certain nombre de personnes, un petit nombre de personnes, de capter les richesses. Moi, ce graphe-là, je l'aime beaucoup pour ça. En baissant les impôts sur les sociétés, on a bien vu, depuis 20 ans, on a bien vu qu'on faisait des cadeaux à ceux qui les possèdent, pas à ceux qui les dirigent, mais à ceux qui les possèdent, parfois même à ceux qui les dirigent, mais ça n'a jamais aidé l'État à se désendetter, hein, typiquement. Et là, il y a une question de volonté où on pousse à stopper cette situation-là. Donc je vous rejoins sur cet aspect des choses en disant on doit agir. Le meilleur moyen d'action, c'est de débattre, c'est de rejoindre un groupe, un collectif ou un autre, et de pouvoir ensuite monter jusqu'à ceux qui ont le pouvoir pour se faire entendre. Je connais pas beaucoup d'autres solutions qui restent démocratiques. Il y avait d'autres questions. Là au milieu. Oui, voilà, ce film est très remuant, très choquant. Il est intéressant parce qu'il nous renvoie à une approche à la fois historique, économique, et il nous interroge sur notre capacité individuelle et collective à relier des événements d'un continent à l'autre, d'une période à l'autre. C'est extrêmement important. Il y a quand même des éléments, il y a des messages, je trouve, alors, à plusieurs lectures, mais il y en a un qui m'intéresse beaucoup parce que on le soulève peu dans nos recherches de solutions. Dans le fond, on se sent vachement impuissant quand on regarde ce genre de graphique et on se dit où est-ce qu'on peut agir. Et moi, j'avais envie de renvoyer parmi les leviers, de nous renvoyer tous à des échelles sur lesquelles on a quand même une prise. C'est les échelles de nos territoires. Alors, au moins 2-3 éclairages comme cela, mais il faudrait vraiment prendre le temps de beaucoup débattre. Et je trouve que les travaux du collectif Roosevelt, dont je fais partie, auraient encore à gagner pour nous éclairer sur ces autres dimensions, de manière à ce qu'on ait une vision un peu plus riche et plus complexe. Il est dit à un moment donné dans le reportage, à propos de Paris, Veolia, etc., que récemment, la ville de Paris, changement de profil, changement de politique, a repris la main sur l'eau. C'est un débat que portent de nombreuses municipalités aujourd'hui ou d'intercommunalités. Nos villes, prenons-le comme ça, se posent de plus en plus la question de reprendre en main un certain nombre de grandes infrastructures d'intérêt général. Il y a l'eau, hein, il y a l'énergie, etc. Je ne suis pas sûre que nous, aujourd'hui, en tant que citoyens français, nous soyons suffisamment au fait et suffisamment, je dirais, mobilisés pour accompagner cet enjeu qui est extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons la chance quand même d'être dans un pays où on connaît des fragilités, mais où nous avons une puissance légale, une puissance culturelle, une puissance citoyenne qui doit nous permettre de reprendre au moins le contrôle sur un certain nombre de leviers. Et de cela, nous sommes encore fort passifs par rapport à cette discussion. Je fais ce premier constat et je le relie à une autre remarque. Il est dit un peu plus loin dans le film qu'il y a des choses qui ont bougé du côté de l'Amérique du Sud, en Bolivie, etc. Hein, qu'il y a eu des modifications autour de l'énergie, autour de l'eau, etc. Hein, toujours dans ces séquences du film. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je voudrais simplement vous renvoyer, alors, autre source d'information. Depuis peu, l'ONU Habitat travaille sur la place des villes dans le système de décision mondial aujourd'hui, autour d'un enjeu majeur qui est le fait que plus des 3/4 de la population mondiale vit en ville, 5 milliards d'habitants sur 7. Mais sur ces 5 milliards d'habitants, il y a 2 milliards qui sont dans des ghettos, qui sont dans des situations infernales. Et la seule zone du monde où ces situations commencent à connaître une amélioration, c'est en Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que les villes reprennent la main sur la maîtrise de l'économie, sur la maîtrise de l'énergie, sur la maîtrise des services publics, sur une démarche beaucoup plus participative dans la mobilisation des citoyens. C'est pas simple, mais elles sont dans ce mouvement citoyen, ce mouvement de culture politique. Nous n'y sommes quasiment plus en Europe. Et ça, c'est un vrai débat. Et je pense que c'est un débat qui peut nous passionner parce qu'il est à la portée de notre main. Voilà. Et que ce que nous renvoient finalement tous ces graphiques, c'est une sorte de lecture évaluative de où nous en sommes rendus parce qu'à un moment donné, on a lâché prise dans nos luttes. C'est important de l'avoir.
C'est une photo qui fait mal, on se le prend dans la gueule. On n'est pas sans moyens, il y a des moments de grands rendez-vous, prochainement sur l'Europe, récemment au niveau national, mais nous avons constamment des moyens d'action sur nos territoires, auprès de nos élus, par rapport à des enjeux de politique publique, de services publics, d'initiatives d'intérêt général local. Et je trouve que nous avons beaucoup perdu, je veux dire, par rapport à ce qui se faisait dans les années 60, de la participation citoyenne, de nos débats dans les années 70, de toutes les actions, tout ce qu'on a pu mobiliser, nous avons lâché prise. Et je crois que des mouvements comme Roosevelt 2012 ou d'autres, éventuellement des partis, mais c'est plus compliqué, devraient nous réapprendre ce sens-là, nous redonner des outils d'action. Voilà, moi je crois beaucoup à l'action avec les villes, dans les villes, aux côtés des villes, parce que je crois que c'est là que vraiment la notion d'intérêt général reprend racine. Alors l'information est l'un des modes d'action à notre portée aujourd'hui en France. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, ce genre de soirée, et qu'on vous invite, vous, à diffuser ne serait-ce que le nom Roosevelt 2012 en disant à un voisin, à un membre de la famille, tiens, va voir Roosevelt 2012 et va étudier ce qui se dit pour pouvoir regarder les graphiques, regarder les courbes, pour éveiller les consciences, pour qu'au moment où les décisions peuvent être prises, que ce soit en local ou au national, et je vous rejoins complètement sur le fait qu'en local, on a plus souvent prise directe avec l'élu, mais est-ce que lui, l'élu, a prise directe sur l'économie, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais qu'au moment des votes, puissent être passés les messages nécessaires. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la phrase de conclusion du film, c'est choisissez la liberté ou la tranquillité. Voilà. Et il faut pas se cacher les choses. Les médias de masse depuis 10 ans nous offrent de la tranquillité. Moi j'ai toujours conservé l'article de Libération qui expliquait que Monsieur Lelay disait qu'il vend du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Je l'ai accroché à côté de la télé. Ça me permet de me souvenir ce que je fais. Voilà. J'ai vu d'autres mains se lever. J'aimerais peut-être répondre un peu plus précisément à la question de Madame. Pour ce qui est de l'Amérique latine, je pense que dans ce continent, il y a une véritable culture de la débrouille qui s'est développée. Pourquoi ? Parce que l'État était absent de beaucoup de questions sociales, en fait. Et le problème, pour faire une petite comparaison avec l'Amérique latine et ici, c'est que, moi je trouve que on attend peut-être un peu trop des politiques qui nous gouvernent, des instances supérieures, pour changer quelque chose au fonctionnement de nos sociétés dans laquelle on est tous personnellement, quotidiennement impliqués. Là-bas, quand on a un problème de logement, d'électricité, qu'est-ce qui solutionne un problème ? C'est la force du groupe, la force du collectif. On n'attend pas que les solutions viennent d'en haut. Si les politiciens, n'arrivent pas à solutionner nos problèmes, qui d'autre que nous pouvons le faire ? Un autre point que j'aurais voulu aussi aborder, c'est qu'en fait, on a tendance, quand on voit ce film, à penser peut-être trop global, penser aux problèmes globaux, et à oublier qu'il y a aussi des solutions locales à ces problèmes. En Amérique latine, les associations de quartier se basent sur des problèmes locaux. C'est d'abord résoudre ce qui ne va pas dans mon quotidien qui fera ensuite en sorte que je pourrai commencer à penser à d'autres choses. Et je pense que nous, on devrait peut-être essayer de repenser à des solutions plus locales. Et arrêter de se dire le système financier, oui, ok, c'est très flou. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai rien à faire. Bon, ok, alors on attend, on met la main dans la poche et voilà. Alors que déjà se rassembler, réfléchir ensemble, amener à comprendre certaines choses peut permettre de changer certaines choses. Je vois qu'il y a beaucoup de points qui se lèvent. Alors sur le changement, j'ai fait mettre une nouvelle planche. L'une des prochaines grandes élections qui arrivent en France, c'est les élections européennes. Vous avez à gauche le système actuel, à droite un système parlementaire. L'une des problématiques de l'Europe, c'est que l'Europe aujourd'hui, dans son fonctionnement, fonctionne pas trop mal pour faire tourner l'économie. Pour ce qui est de la représentation démocratique, c'est pas ça aujourd'hui. Et donc le collectif Roosevelt appelle à une prise en compte d'une réelle Europe sociale. Et ça, c'est un des points sur lesquels chacun d'entre nous a moyen de porter sa voix d'ici à 2014, c'est dans 1 an et demi l'élection européenne, parce que je rappelle que les députés européens, ils sont par région ou par grande région. Donc il y a une dizaine de députés, ou je ne sais pas le nombre exact, mais sur la région sud-ouest,
vous pouvez trouver un député européen dans les parages et pouvoir aller porter votre voix. Et ça va être une action concrète de ce que chacun peut faire, pour ceux qui se posaient la question. Et par rapport à l'utopie, voilà, il s'est pas posé la question de savoir si c'était faisable ou pas. Il a dit on a choisi d'y aller. Voilà. Et effectivement, il nous faut aussi des dirigeants qui, à un moment ou à un autre, disent on se pose pas la question, on décide. Voilà. Tu voulais aller aux questions ? Je voulais juste revenir sur deux choses. La première chose sur le nous. En fait, il faut juste savoir que notre société française, c'est une société d'intérêt. Donc, après le deuxième point, sur le marché, sachant que la définition d'un marché, il faut avoir deux choses, la demande et l'offre. Le demandeur, c'est qui ? Ça sera nous, c'est la société. Donc, pour changer tout ça, il faut d'abord changer les mentalités. Je pense la question la plus importante, peut-on changer les mentalités ou pas par rapport à la consommation ? Je refais la même réponse que tout à l'heure, choisissez la tranquillité ou la liberté. À partir du moment où on éveille les consciences des gens, ils sont capables de choisir et de consommer différemment. Voilà. Mais pourquoi pas ? Si toi tu décides demain d'arrêter d'aller... pour ne pas citer non, des grandes marques, et tu essayes de consommer plus local, tu essayes de consommer des produits qui viennent d'entreprises, qui ont un certain respect pour leurs salariés et tout ça, suivant les thématiques sur lesquelles tu es sensible. Qu'est-ce qui empêcherait plusieurs personnes de le faire si tu en parles autour de toi ? Les élus locaux, là je rebondis sur la remarque sur les élus locaux font de plus en plus le choix de pouvoir faire consommer différemment et de pouvoir se présenter la collectivité comme un exemple, comme un modèle permettant de passer un message. Je prends pour les cantines par exemple, où de plus en plus, et encore insuffisamment, l'approvisionnement cherche à être le plus local possible. Ce genre de démarche aide aussi les gens à s'éveiller. Alors bonjour, moi j'avais juste 2 remarques à faire. J'y connais rien en économie. Je trouve que le film était très intéressant, mais y compris certaines propositions, je trouve que c'est pour un mouvement qui cherche à se faire connaître. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de vulgarisation pour des gens qui connaissent pas grand-chose. Et je trouve ça très dommage. Même si je trouve ça intéressant. D'autre part, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les actions locales à mettre en avant de s'appuyer sur un pouvoir central. Je ne suis pas entièrement d'accord dans la mesure où, quand il y a des restrictions budgétaires de façon très concrète qui nous empoisonnent la vie tant sur le plan professionnel que personnel, comment vous voulez que derrière, le citoyen en tant que personne s'ouvre sur un regard extérieur et mette en place des actions pour agir sur la communauté alors que lui-même n'arrive pas à s'en sortir. Parce que le système enferme. Et même si à un petit niveau, on va faire des actions locales, ça ne va pas changer fondamentalement le fait que les régions s'appauvrissent, que les impôts locaux explosent, qu'au niveau professionnel, on nous demande une rentabilité qui commence à virer au cauchemar. On nous prend pour des machines et plus pour des êtres humains. Même si au niveau local, on met tout en œuvre pour rester au service des autres, ça n'empêche qu'au niveau central, on est tellement écrasé qu'on ne peut pas se débattre de là-dedans. Donc c'est même si au niveau local... C'est le lien entre l'action locale et individuelle que chacun peut faire en se rapprochant des autres autour de lui par les différents réseaux, les réseaux associatifs et autres. Et ensuite, le deuxième levier que chacun a, qui est ce que j'ai dit plusieurs fois ce soir, je crois que vous avez bien compris, qui est le bulletin de vote. On peut difficilement, de sa chaise, pouvoir faire autrement, à part rentrer dans les systèmes des partis politiques, pour pouvoir essayer de grimper dans les arcanes du pouvoir, pour arriver jusqu'à la tête et pouvoir de là-haut changer les choses, si on y parvient. Aujourd'hui, le mode démocratique fait que vous avez la possibilité d'agir en local et de voter au global. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je pose la question justement de la démocratie. C'est tout à fait intéressant ce que disait cette personne. On a utilisé le mot à peu près 200 fois dans ce film et on est peut-être 150 personnes dans la salle. Si on pose
interrogation feuille blanche, qu'est-ce que c'est que la démocratie? On aura 150 réponses. Je voulais savoir si vous, au sein de votre action, vous avez pensé à réfléchir à ce que c'était que la démocratie, dans un premier temps, et à savoir ce que c'était qu'un citoyen aussi. On l'a pas pris par ce bout-là. Hein. Je vous avoue qu'on n'a pas refait la définition ni le travail sémantique. Tu as une réponse complète à faire? Peut-être un élément de réponse. Moi, je dirais que avec le collectif, en fait, ce qu'on essaye de faire, surtout, c'est de se réapproprier un droit à la parole à travers un regroupement de citoyens. Alors, moi, personnellement, je pourrais vous donner ma définition d'un citoyen, mais bon, je pense pas que c'est super intéressant. Je veux dire, on peut en avoir. Après, je pense que l'idée de base, c'est que on est tous concernés par une même réalité. Alors, est-ce que on continue à vivre cette réalité individuellement ou en tant que citoyens qui faisons partie de la même cité, de la même ville? Je trouve que le système dans lequel on vit aujourd'hui perd cette dimension, nous fait perdre cette dimension. Parce qu'en fait, on a l'impression de ne plus être totalement maître de notre vie, de notre futur, parce que justement, comme vous disiez, madame, le système centralisé nous tape dessus et nous oriente vers une direction qu'on n'a pas nécessairement choisie. Et en plus de ça, nous empêche de regarder dans d'autres directions. Donc en plus de nous diriger vers cette direction, on n'a même pas le temps de s'arrêter un petit peu pour dire, bon, ok, mollo, il y aurait peut-être d'autres alternatives. Donc le rôle du collectif ici, c'est d'essayer de privilégier la communication, le débat, et à partir de là, repenser comment se réapproprier une certaine forme de pouvoir à notre échelle, évidemment. On n'est pas des utopistes allumés, on est d'accord que le problème est global et complexe. Mais moi, personnellement, être déjà en accord avec mes convictions dans ma vie quotidienne, c'est déjà quelque chose qui me fait plaisir à mon échelle. Après, voilà. D'autres moi, j'avais une intervention à faire. Après, je découvre le collectif Roosevelt, donc ça peut se formuler dans le sens comment est-ce que le collectif va se positionner par rapport aux institutions. Parce qu'on parlait tout à l'heure des moyens d'action qu'on pouvait trouver, comment agir, etc. Et on se réfère instinctivement, je dirais, aux institutions, à la politique, enfin à l'univers politique, donc qui est censé réguler le bien commun, etc. Et l'année dernière, à Toulouse, j'avais assisté à une conférence, en fait, alors reprenez-moi après sur les termes peut-être techniques, parlement, les députés, tout ça, je me balade un peu là-dedans. Des parlementaires donc avaient nommé l'une d'entre eux pour mener une enquête sur la corruption, les conflits d'intérêts, le lobbying au sein du Parlement français. Alors je ne sais pas combien il y a de parlementaires en France, 540 je crois, ou 270, je sais pas, ou avec le Sénat je confonds. Combien ? C'est plus près de 540 que de 270. Plutôt de 500 et quelques, voilà. Bon. Et donc elle avait eu une enveloppe, un peu d'argent, une petite équipe de travail, elle a fait son enquête. Elle nous a expliqué pendant la conférence qu'elle avait arrêté son enquête à cause des pressions qu'elle recevait de partout, dont des menaces de mort voilées, quoi. Au sein du Parlement français, il y avait des groupes de lobbying qui laissaient passer des petites phrases, quoi, à son passage, des choses comme ça. Et donc elle a dit, bon, il faut que je me collectivise un peu ma démarche pour être un peu plus forte. Elle a abandonné l'enquête, à la longue. Et elle a créé, au sein du Parlement français, une association contre la corruption. La question qu'elle nous a posée, c'est est-ce que vous savez combien ils sont de membres de cette association parmi les parlementaires? Ils sont 3. Et donc elle nous a expliqué tout le phénomène, tout le processus en fait de corruption interne, qui est direct, indirect, etc. Par exemple, elle nous donnait l'exemple d'un parlementaire qui était en fait un ancien cadre de chez Dassault, et dont Dassault avait financé la campagne électorale. Donc voilà, en fait, il faut vraiment se poser la question, non pas tellement du système, parce que certes, c'est une question intéressante, le système, représentatif, participatif, etc. Certes, c'est intéressant. Mais la corruption en elle-même, elle s'adapte à tous les systèmes. Donc comment on fait pour purger ça? On se la joue stalinien, on met tout le monde contre un mur? Voilà, ça c'est ma question. Après, j'ai juste une intervention sur l'histoire de être écrasé par le système, etc. Moi, ça fait 3 ans que je travaille à cette question pour moi-même déjà. Donc, je crois que la solution, on l'a donnée tout à l'heure. Ça va paraître con, hein, mais il faut être utopiste. Il faut apprendre à le devenir. Il faut juste se lever son cul de sa chaise, aller rencontrer des gens et réfléchir différemment, c'est tout. Et comme il y a quelqu'un qui parlait de la télévision, en moyenne, on la regarde 4 heures par jour. Vous avez 4 heures de votre vie là que vous perdez à quelque chose d'autre que de penser à votre vie, quoi.
Voilà. Moi, c'est juste la petite réflexion. Bon, sur les institutions, après, c'est compliqué, quoi. Sur les problématiques de corruption, alors l'association Anticorps, je peux pas dire combien elle a de parlementaires. Bon, je la connais peu. Ce que je peux dire, c'est redire que les parlementaires sont élus par les citoyens et donc charge aux citoyens de se renseigner avant de faire le vote, d'aller interroger, d'aller étudier, d'aller écouter autant que possible. Et voilà, alors je vais pas jusqu'à ce point-là. Ouais, je vais pas jusqu'à ce point-là. Le tous pourri, j'y suis pas. Enfin, au sein du collectif, au sein du collectif, on part pour principe que le système démocratique français est ce qu'il est, et on veut faire des propositions pour qu'il puisse adapter la politique qui est faite. Voilà la démarche. Donc on a affiché d'ailleurs 9 mesures d'urgence pour éviter l'effondrement, des choses qui sont des choses qui sont faisables, qui sont faisables à partir du moment où on a quelqu'un qui a simplement envie de le faire. Alors c'est pas facile. Je sais par exemple que François Hollande avait dit qu'il séparerait les banques de détail et les banques d'affaires. C'est pas encore fait. On nous promet de le faire, mais ça fait partie des axes de travail des membres du collectif Roosevelt que de s'assurer que la promesse ne soit pas oubliée et que ce soit fait. Alors, pour résumer en 2 mots, aujourd'hui, c'est la même banque qui va capter l'argent que vous avez déposé sur votre compte et qui va aller jouer en bourse avec, pour résumer. Et donc, en séparant, on pourra avoir des banques qui s'intéressent réellement à ce que font les citoyens et d'autres qui s'intéresseront à faire fonctionner l'économie sans qu'il puisse y avoir de mélange des genres et de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, par exemple, certaines grandes banques, sinon la plupart, sont plutôt intéressées à prêter aux États à des taux qui sont pas forcément très élevés, mais plutôt que d'aller prêter à des PME où il y a beaucoup plus de risques d'avoir des pertes financières pour elles. Ce qui crée une vraie difficulté économique, c'est que les PME et les TPE, les petites et moyennes entreprises, voire les toutes petites entreprises, ne réussissent plus à financer leurs besoins de financement depuis 1 an et demi auprès des banques, et donc ne peuvent plus investir, voire même sont en difficulté et sont en faillite. Or, il faut savoir également que en France, la plupart des employés le sont dans des PME et TPE, puisqu'il y a 3 400 000 entreprises de ces tailles-là en France, et c'est là que se situe l'emploi. Donc en séparant déjà de manière assez simple banque de détail et banque d'affaires, ce qu'a fait Roosevelt dans les années 30, en le faisant, déjà on va aider l'économie réelle d'une manière systémique. On changera le système. Voilà une action qui est faisable. Alors après, il y en a 9, je ne vais peut-être pas détailler les 9 maintenant, surtout qu'il y a des questions. Oui, alors une question toute simple. Je voudrais savoir quel est l'intérêt de maintenir la Grèce dans la zone euro. Juste pour comprendre, c'est pas une critique, enfin, j'essaie de comprendre pourquoi la Grèce est toujours dans la zone euro. Alors la réponse que j'ai entendue là-bas, qui est une réponse qui essaye d'expliquer le dessous des cartes, c'est le sens du film, c'est-à-dire la garder dans l'euro, la garder sous contrôle, ça permet de la vendre finalement et de l'avoir de pouvoir distribuer ses richesses à quelques personnes qui en bénéficieront. J'ai la prétention de penser qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui travaillent là-dessus, mais que l'intérêt de garder la Grèce dans l'euro, c'est quand même beaucoup plus, en ayant des pratiques différentes de celles qu'on a constatées dans le film, bien évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus une sécurité pour la paix européenne, de rester solidaire de cet État-là qui est en difficulté, plutôt que de lui dire à la première difficulté, tu dégages et tu te débrouilles, c'est le problème chez toi, et le jour où c'est la guerre chez toi, ça s'arrêtera à la frontière. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, hein, ça s'arrête jamais à la frontière vraiment. Alors, ça c'est un avis personnel. J'ai des questions au premier rang, et comme le micro a filé au fond, il faudra qu'ils reviennent devant à un moment. J'ai bien entendu. Ce n'est pas une réponse tout à fait exacte, mais c'est une réponse un petit peu caricaturale quand même. Il fut un temps, les marchands de rêve allaient voir les riches pour leur soutirer par exemple 1 000 €. Aujourd'hui, ces mêmes marchands de rêve disent, puisqu'il n'y a plus de riches, ils vont chercher 1 000 pauvres pour leur soutirer 1 € à chacun. Et le résultat est toujours pareil. Donc, vous parliez pourquoi la Grèce, plus nous sommes pauvres, plus cette petite pourcentage d'investisseurs, les financiers s'enrichissent grâce à nous.
Ça peut être un élément de réponse. Alors, des riches, il en reste. Et ils sont de plus en plus riches. Le problème, c'est que aujourd'hui, alors là, je vais faire de l'économie macroéconomique, je dirais presque de l'économie de comptoir. Aujourd'hui, ceux qui font l'économie et ceux qui font les grands groupes économiques sont hors toute régulation, puisqu'ils sont internationaux et qu'ils déplacent leurs intérêts, et que c'est finalement, ils représentent un réel pouvoir politique par leur action et par leur choix au pluriel. Voilà. Et là, c'est l'une des problématiques que nous avons. Plus d'Europe sociale notamment permettra de protéger au moins le territoire européen pour qu'on arrête de se faire du dumping entre pays européens, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le dumping européen. Et ensuite, les phénomènes de solidarité internationale et de convergence internationale au-delà de l'Europe permettront d'éviter que la population se retrouve sous la coupe de décisions de quelques-uns. Par exemple, c'est peut-être un hasard, c'est totalement un hasard d'ailleurs, le triple A de la France que cette fois-ci, je ne sais plus si c'est Moody's ou Standard & Poor's, nous a retiré hier ou aujourd'hui, enfin très récemment. J'ai entendu Alain Minck à la radio ce matin, il disait ah là là, aujourd'hui la France continue à emprunter parce que les riches ne réussissent pas, enfin les investisseurs ne veulent pas prêter à l'Espagne et à l'Italie, mais attendez qu'ils aillent prêter à l'Espagne et à l'Italie, ça va être la catastrophe en France, il faut réformer, il faut réformer, il faut réformer. Et derrière ce discours-là, il n'y a rien d'autre que baisser la tête, chers citoyens, parce que sinon ça va être la catastrophe, laissez-vous tondre, laissez-vous tondre, laissez-vous tondre. C'est le discours du film. On le vit en ce moment en France, on l'a vécu déjà sur un certain nombre de niveaux de choses privatisées. Moi je me rappelle, ça m'avait marqué pendant le film, je me rappelle, avant j'avais besoin d'un renseignement téléphonique, je faisais le 12, ça marchait très bien, c'était gratuit. Aujourd'hui il y a des 118 et ça marche plus du tout. Voilà. Moi, je voulais intervenir sur la croissance zéro parce que j'ai vu quelques débats où étaient présentées les idées de Roosevelt. Et souvent, la croissance zéro, c'est un petit peu le gros mot en fait pour les économistes présents qui ne sont pas forcément d'accord avec ces idées-là. Alors, autant je pense que les idées de rassemblement pour se réapproprier le rôle de citoyen, etc., c'est très rassembleur. Après, l'idée de croissance zéro, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué là-dessus, et pourtant c'est un des fondements des idées de Roosevelt. Alors, est-ce que c'est possible, la croissance zéro? On n'est pas seul. Enfin, voilà, on est dans un univers qui est mondialisé. On doit fonctionner avec les autres pays. On doit fonctionner avec les idées un peu de tout le monde, et l'idée c'est quand même de rassembler une majorité de personnes pour pouvoir agir et aller dans le sens où on a envie d'aller. Alors voilà, est-ce que c'est possible? Enfin, là on parlait d'utopie, mais bon, est-ce que c'est une utopie où on a une petite lueur d'espoir ou pas? Alors par exemple, vous êtes chef d'entreprise. Une entreprise avec une croissance zéro, ça donnerait quoi? Est-ce que actuellement c'est viable, une entreprise avec une croissance zéro? Alors j'ai une précision d'abord. Le collectif Roosevelt 2012 ne prône pas une croissance zéro. Il analyse l'économie pour dire que nous sommes dans une situation de croissance zéro endémique depuis longtemps. C'est la situation telle qu'elle est. C'est pas ce que nous préconisons. On n'est pas des décroissants à dire il faut qu'on arrête tous de croître. C'est comme ça que survivra mieux le monde. On dit c'est un fait économique. Voilà, il est là, il est installé, on le démontre, on l'explique, on essaie d'être pédagogue, même si là j'ai pas le temps de passer les 84 planches, donc je suis pas suffisamment pédagogue, je m'en excuse. Mais voilà, c'est pas un point de départ en disant c'est l'objectif, c'est juste les faits sont là. Voilà. Donc après, comment est-ce que, je rejoins une question qui avait dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire à partir du moment où la population augmente pour faire une croissance zéro? C'est la question de l'entreprise par exemple. Sachez que les chefs d'entreprise se posent la question de se dire comment est-ce que je peux diriger une entreprise en 2012 et les années suivantes dans un milieu économique qui est en croissance. C'est une vraie question. On n'a pas les réponses puisque on n'a pas les codes. C'est pas l'habitude. On a toujours pris le problème à l'envers en disant on peut faire de la croissance, on peut faire de la croissance. Une manière de répondre, et c'est une des propositions du collectif Roosevelt, c'est de prendre le sens de l'histoire. On prend le sens de l'histoire, on regarde fin du 19e siècle, les enfants pouvaient travailler 86 heures par semaine. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez le temps de travail, vous reverrez les premières lois. Et ça a baissé, le temps de travail a baissé. La productivité a augmenté au fur et à mesure où on a eu de plus en plus de machines qui sont intervenues dans les mondes modernes pour pouvoir faire le travail. À partir de ce moment-là, collectif Roosevelt 2012, on dit on constate qu'on est en phase de la croissance, on constate que la productivité continue à augmenter. Comment on fait? Et bien, on partage le temps de travail. Et une des propositions, c'est de ramener encore le temps de travail à plus bas.
ramener à 32 heures, 4 jours. Il y a 400 entreprises qui le font aujourd'hui déjà en France. Donc on pense que le sens de l'histoire, c'est de continuer à aller dans cette direction-là. Tu as le micro ? Tu veux compléter ? Juste un élément en plus. Plus que le problème de la croissance, je pense que un point aussi essentiel, c'est de comprendre comment les fruits de cette croissance sont répartis. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros débat au niveau de notre utilisation d'une croissance qui a été exponentielle fin du XXe siècle qui oui tiens. Alors c'est sa productivité. Productivité. Bon, c'est un peu. Et donc on a en fait utilisé les fruits de cette croissance et on les a alloués de façon totalement inégalitaire finalement. Donc je pense que la façon d'utiliser ces fruits de la croissance pose aussi véritablement question, en plus de la croissance elle-même qui a des limites maintenant claires, quoi. Moi j'ai toujours eu l'habitude de me représenter ça, c'est un peu comme une bulle de savon, donc la Terre, dans laquelle on souffle de plus en plus, parce qu'on parle de croissance, d'une croissance infinie, avec des ressources et un territoire fini. Sauf qu'à un moment, je pense que la bulle va exploser, quoi. Donc, Oui, alors moi, c'était une intervention qui souhaitait revenir sur les idées très intéressantes d'action au local. Sauf que je pense que la politique dans une démocratie et dans notre République, en tout cas celle que l'on souhaite restaurer, puisqu'on est d'accord pour dire qu'elle va mal, ce sont des décisions qui doivent permettre de faire en sorte que l'utopie d'aujourd'hui soit la réalité de demain et surtout qu'on soit égaux face à la loi. Donc moi, quand j'entends des renoncements par rapport aux modèles institutionnels, par rapport aux partis, par rapport aux tous pourris, par rapport à une action qui finalement ne pourrait plus qu'être basée sur le volontarisme de l'association, de l'action locale, du bien vouloir des municipalités d'ici ou de là, moi ça ne me va pas, clairement, en tant que citoyenne. J'attends au contraire une vision, on l'a dit plusieurs fois dans le documentaire et puis ce soir, les politiques, ils sont là pour donner une vision, pour donner un cap sur des décennies, pour savoir comment on va vivre ensemble. Et non pas pour se dire comment on va réduire et saupoudrer de quelques mesurettes notre mal-être. Donc, ce qui me semble intéressant dans ce collectif, et ce que j'aimerais que vous sachiez aussi, c'est que il y a des partis qui se sont emparés de ces idées-là, notamment au PS, et surtout au PS, puisqu'il y a un groupe qui existe, qui porte ces idées pour une nouvelle donne, un nouveau modèle de développement qui ne soit pas basé sur la croissance telle qu'elle existe aujourd'hui, mais qui soit basé sur une croissance différente, une croissance qualitative, et je pourrais m'en exprimer. Mais je voulais qu'on sache que tout le monde ne baisse pas les bras. Et non, et rejoignez-nous pour que, à la tête de l'État, on puisse porter ces idées-là. 10 000 militants socialistes, lors du dernier congrès ici à Toulouse, ont voté pour la motion qui porte les idées du collectif. Donc, le tous pourri, oui, mais encore une fois, si tous les dégoûtés partent, ne reste que les dégoûtants. Donc, si on ne fait rien, on entérine, on valide de façon passive leurs méthodes et leurs actes. Il y a beaucoup de moyens d'action, de moyens de mettre la pression. On le voit par rapport à des mesures sociétales, sur le mariage pour tous. On élabore des sites sur Internet, on met les députés en face de leurs contradictions pour le non-cumul des mandats. Avec les médias qui nous suivent, par exemple des médias comme Mediapart, on peut faire pression. On peut les mettre en face de leurs responsabilités, mais à condition d'être dedans et pas chez soi à râler. Et parce qu'effectivement, on a l'impression de ne pouvoir rien faire. Donc râler derrière sa télé, moi, ça ne me va pas. Faire un petit peu de greenwashing, moi, ça ne me va pas. Aller sur les marchés bio pour me faire plaisir, moi, ça ne me va pas. Moi, j'attends d'une politique qu'elle soit ambitieuse. Et donc, je pense que Rémi va en parler, mais la nouvelle donne, c'est un nouveau modèle de vivre ensemble, qui soit pas basé sur l'exportation, sur la croissance. Le monde, il est fichu, j'ai envie de dire. Non, mais
Alors, il faut être réaliste sans être pessimiste, c'est la difficulté. Mais on ne peut pas continuer à penser que ce modèle-là va bien. Il va pas bien. L'économie réelle, elle est 16 000 fois moindre que l'économie spéculée sur les bourses. Donc tout ça ne veut rien dire. Arrêtons de penser que l'économie, c'est une grosse machine qui nous maîtrise. Nous sommes quand même derrière tout ça. Donc, dans ce collectif-là, il y a des idées pour un nouveau modèle de développement qui ne soit pas quantitatif, mais une croissance qualitative. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous aviez prévu de le développer derrière, ou si on peut introduire. Non, mais même au-delà, ça veut dire que on va, par exemple, miser énormément sur des politiques intelligentes de développement intrinsèque, sans avoir besoin des pays extérieurs. On a une balance déficitaire, une balance commerciale qui est déficitaire. Le Japon, on l'a dit, est en crise. La Chine, bulle spéculative immobilière qui éclate. Les États-Unis sont presque en défaut de paiement. Donc, on le sait que la solution, elle vient pas de là. La solution, elle vient peut-être par exemple, s'attaquer à la crise énergétique et écologique avec des politiques publiques. Il faut pas avoir peur de ça. Dans le documentaire, il y a une citation, moi, que j'ai notée, qui dit « La réglementation, c'est la démocratie appliquée à l'économie ». N'ayons pas peur de ça. On n'est pas des staliniens quand on dit ça. Donc, on peut concevoir des politiques du logement sur un plan national qui seront ensuite déclinées dans les collectivités. Pas de problème, mais en tout cas, qui garantissent l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, sur tous les endroits du territoire, on aura les mêmes bases de développement. Et on a les ressources pour ça. On n'a jamais généré autant d'argent. En 30 ans, 150% du PIB est parti sur les marchés financiers. Cet argent-là, on doit le récupérer par de la réglementation. Ça peut se faire. Ce sont des décrets. Bon, je vais intervenir d'une façon beaucoup plus courte. Je voudrais revenir sur la Grèce. Je connais un peu le problème de la Grèce puisque je suis originaire de ce pays. Alors tout à l'heure, quelqu'un a posé une question tout à fait pertinente. Comment se fait-il? Que fait encore ce pays dans la zone euro? Et vous avez répondu, ou je l'ai entendu dans la salle, eh bien si elle est dans la zone euro, c'est pour qu'elle soit dépecée d'une façon plus facile. Certes, on la maintient, avez-vous dit, dans la zone euro pour cette raison. Mais dites donc, cher ami, si vous permettez, le peuple grec a également droit à la parole. C'est-à-dire le peuple grec peut également décider de se maintenir ou sortir de la zone euro. Mais en réalité, lorsque cette question se pose dans ce pays, on voit très bien qu'il n'a plus tout à fait le choix, puisque c'est la politique de la peur. Et d'ailleurs, cet excellent film le montre d'une façon, ça a été dit, le peuple grec n'a plus le choix. Il est terrorisé, puisqu'on lui ment. C'est la politique de la peur qui dirige l'ensemble des pays, l'ensemble des peuples actuellement. On lui dit, écoutez, vous sortez ça a été dit dans le film, vous sortez de la zone euro pour entrer directement dans le tiers-monde. Donc attention, alors la sortie de la Grèce de la zone euro, ça permettrait probablement, et c'est le vœu un peu qui est ici exprimé, ça permettrait au peuple grec de prendre son destin, à mon avis, directement en main. Actuellement, le peuple grec n'a pas son destin en main. C'est, pour aller rapidement, c'est la Troïka qui décide et qui fait la politique de ce pays. Et effectivement, ce pays est dépecé, ce pays souffre, le peuple grec souffre. Des bruits sur ses comportements antérieurs me révulsent. J'ai entendu ici même sur un autre film le mot de voleur qui était associé au peuple grec, mais c'est absolument scandaleux. Encore faut-il définir ce qu'est le peuple grec, c'est-à-dire les petites gens qui voient leur retraite, leur salaire, leurs émoluments qui ont été rognés de plus de 30-40% dans certains cas. Il y a presque 20% de chômeurs. Chez les jeunes, les gens, ils n'ont plus du tout d'emploi. Enfin, ils sont obligés maintenant, au comble de l'ironie, d'aller travailler en Allemagne. Enfin, quelque part, sachez quand même que pour que ça change en Grèce, il faut effectivement que, et partout d'ailleurs en Europe, il faut que ce soit le peuple qui reprenne sa destinée en main et
Et là, je suis en désaccord avec vous lorsque vous pensez que le bulletin de vote peut résoudre tout. C'est bien, la démocratie repose également sur le vote, certainement, mais il y a des choses à revoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas à changer ce système de vote? Un peu plus de proportionnel. C'est ce que je disais déjà sur l'Europe. Voilà, j'ai mis une planche qui montrait que sur l'Europe, le fonctionnement était peu démocratique. On pourrait introduire, par exemple, également des parlementaires tirés au sort, etc. Il faut réfléchir sur une nouvelle constituante, hein, il me semble. Une constitution européenne, par exemple, avec une assemblée constituante, pourrait être une bonne solution. Là, on commence à être d'accord un petit peu. Au niveau de la Grèce, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, la Grèce est plus dans une démocratie technique que dans une réelle démocratie. C'est-à-dire c'est les techniciens qui tiennent le fonctionnement de la Grèce. Et tel qu'on l'a vu dans le film, ce ne sont pas forcément des techniciens qui sont intéressés par l'intérêt du peuple grec. Ce qui est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir. C'est ce qui a été excellemment dit dans ce film. Ah, pardon. Désolé. Il y aura une question au premier rang après encore. Pour continuer un petit peu ce qui vient d'être dit sur l'exemple de la Grèce, j'ai envie de penser au Japon. Le Japon, depuis 10 ans, vit misérablement dans un quasi tiers-monde. Ils sont pratiquement sortis des performances de croissance qu'ils ont connues les années précédentes. On a envie de se demander pourquoi. Est-ce que ce n'est pas par hasard parce que le Japon découvrirait que d'autres formes de civilisation sont possibles que celles qu'on leur a proposées? Alors, il me semble qu'il y a eu un film qui s'appelait, je crois, Nuages, qui montrait le succès rapide d'un jeune cadre japonais formé à la méthode américaine extrêmement efficace et qui, au bout d'un certain temps, disait « Bon, mais après tout, je retourne à ma campagne, vivre de la vie traditionnelle des Japonais du peuple, d'où je viens et où je retourne. » Alors, est-ce qu'il y a une coïncidence entre ce film de Kurosawa et le taux de croissance détestablement faible de l'économie japonaise? Je pense que les Japonais ont choisi un taux de croissance faible. Ils sont capables de faire un taux de croissance élevé. Les Japonais ont choisi un taux d'intérêt à 0%. Et 0%, y compris pour les prêts à la consommation. Donc, l'usure au Japon, il n'y en a pas. C'est pas comme chez nous. Les investissements productifs, ils n'y renoncent pas. Ce n'est pas comme chez nous. Ils veulent bien les financer. Et il s'avère qu'ils ne les financent pas et qu'ils croissent à 0,7% de manière continue. Et alors, on se dit, attendez, vous êtes en panne ou quoi? Mais je ne pense pas qu'ils soient en panne, je crois qu'ils sont en train de chercher autre chose, ce que nous cherchons peut-être nous. Deuxième point, je dirais que le Japon est peut-être un des pays qui actuellement a le taux de progrès le plus élevé. Qui dit progrès dit accroissement de la productivité. Qui dit accroissement de la productivité dit nécessité de trouver une consommation correspondante à l'accroissement de la productivité. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Des excédents. Ou bien on baisse le prix des marchandises pour que tout le monde puisse consommer plus. Oh, quelle horreur! Comment cela serait-il possible? Il faudrait que les entreprises acceptent, lorsqu'elles font des gains de productivité, de se faire concurrence pour faire profiter les consommateurs des baisses de prix. Vous n'imaginez quand même pas ça quand on vient de voir le film qu'on a vu, n'est-ce pas? Et pourtant, est-ce que ce n'est pas une réflexion nécessaire sur le progrès? Parce que est-ce que le progrès ne doit pas être modulé en fonction de ça, précisément? C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y avait pas de question, donc j'abonde sur le bon sens et la bonne volonté que vous annoncez. Je connais moins bien le Japon, probablement que vous, donc je ne pourrais pas argumenter sur ce que vous dites par rapport à la volonté délibérée des gouvernements japonais. Oui, merci, bonsoir. C'était juste 3 réflexions. La première, c'est, moi je trouve pas le film vraiment excellent. Dire que la privatisation, c'est le problème. Ok, c'est plus un résultat que... Donc l'eau, un service, oui, la ressource en eau est un bien public. Après, le fait de la distribuer au robinet de tout un chacun, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État? Entendre parler de régulation, oui, ça me paraît légitime. Après, dire que l'État doit faire tout en lieu et place de tout le monde pour le transport, la France a fait un bon choix. Il y a un réseau ferré qui est national. Et après, on le partage. Pourquoi demain, il n'y aurait pas des trains italiens? Alors, le réseau ferré est en train d'être rapproché de nouveau. Voilà. On revient en arrière. Ça va, ça vient, effectivement. Mais bon, derrière ça, quand même, dans ce film, il y a quand même aussi le risque d'un relent nationaliste, quoi. Parce que de dire que les Grecs, ils en aient problème parce que des gens de l'extérieur européen qui puisaient leur imposent des choses alors qu'ils sont fortement endettés, bon, ça sent pas très bon, quoi. Ça rappelle des choses, on l'a connu dans un passé assez récent. Oui, les Allemands imposent à l'Europe, aux Français, aux Italiens, aux Allemands, les Anglais, ils font différent. Du moins,
c'est à long terme, à long terme, même à moyen terme, c'est sûrement pas tenable ce genre de choses. Pas vouloir dire que dans un pays il y a des problèmes et que là, par contre, les gens, les États peuvent se prendre en main pour les résoudre et dire, plutôt que de dire il n'y a pas de problème, c'est les autres qui nous créent les problèmes. Ouais, le film dit pas qu'il n'y a pas de problème. Le film dit qu'il y a des problèmes et que le remède est pire que, enfin, va tuer le malade, quoi. Voilà, pour résumer. Et la dernière réflexion par rapport à ça, et ça, le comité l'avance, quoi, hein, c'est qu'il y a des besoins d'argent de financement très rapide des États. Mais l'argent, il faut le prendre là où il est. Comme vous le dites, il y a les transactions financières qui servent à rien sauf à quelques-uns, mais allons-y, quoi. Taxe Tobin, vous avez parlé des paradis fiscaux, l'ancien gouvernement en a énormément parlé, il n'a rien fait. Le suivant, il part sur une voie, on a vu la courbe, il cherche un PIB auquel personne ne croit, mais il a complètement oublié qu'il y avait des paradis fiscaux. C'est quand même... alors bon, je vais les mettre tous dans le même panier, hein, mais clairement, l'argent, s'il en faut pour financer les services publics, il en faut. Il faut de la santé, il faut de la justice, il faut de l'éducation. Mais prenons l'argent là où il est, bonté divine. Et l'une des premières manières de le faire, c'est d'arrêter le dumping fiscal entre États de l'Europe par une vraie intégration européenne. Ce qui est une des grandes mesures prônées aussi par le collectif. Je vous rejoins au moins sur ce dernier point. Alors oui, monsieur, attendez, et puis après il y a eu la question là-bas. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a le droit de rester là. Moi, je suis bien là, ça va. Pas la question. J'ai une proposition à faire, c'est par rapport aux petites entreprises qui n'arrivent pas à grandir en France. J'ai été au CJD aussi, et je m'en porte fort bien. Mais merci pour le témoignage. Il y a une première loi. Je vais un peu embêter beaucoup de monde, mais on détaxe les successions des petits entrepreneurs pour qu'ils puissent garder leur entreprise. Et ça, c'est une catastrophe parce que, d'une part, ça force des héritiers à reprendre l'entreprise alors qu'ils n'en ont pas les qualités, et puis ils se vivent une vie de chien qui n'est pas celle qu'ils auraient préférée, et puis ça empêche l'entreprise de croître. Parce que si quelqu'un me demande est-ce que je prête à un entrepreneur qui est maître chez lui, eh bien, je lui dis surtout pas, parce que tu n'es jamais sûr de revoir ton argent. Vous parlez de l'article 6 de la nouvelle loi de finances qui a fait du bruit, notamment au niveau des pigeons et autres volatiles qui se sont insurgés sur quelques mesures, dont celle sur les successions. Là, je précise pour ceux dans la salle qui n'ont pas forcément suivi ça. Mais celle sur les successions, elle est à supprimer parce qu'il faut obliger les petites entreprises à se regrouper. Et puis alors, tous les échelons, à 10 salariés, à 20, à 50, etc. Aussi, il faut que ça soit quelque chose de progressif et qui apparaisse progressivement et si possible, pas avoir tous ces trucs à la du bout. À partir de là, on pourrait voir ce qui s'est passé. Par exemple, je prends un métier, c'est Excel Industrie. Qui, quand il y a eu une crise grave, il y avait en France, je ne sais pas combien, une vingtaine de fabricants de pulvérisateurs. Eh bien, il a été voir les collègues en disant les banques ne veulent pas nous prêter, etc. On se met ensemble et au lieu de se faire concurrence, on va se spécialiser. Chacun sera quand même le patron chez lui et il a créé Excel Industrie en reprenant tout le monde, en respectant tout le monde, en faisant des petites entreprises. Résultat, aujourd'hui, ils sont internationaux. C'est les numéros 1 mondiaux de la pulvérisation agricole. Et c'est le numéro 2 de la pulvérisation des voitures industrielles, etc. Bon. Vous parliez des effets de seuil. Pareil, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas un peu la mécanique des entreprises. Dans une entreprise, quand vous avez moins de 10 salariés ou plus de 10 salariés, et puis ensuite à 20 et à 50, il se passe des choses avec des coûts supplémentaires ou avec des dialogues sociaux différents, organisés différemment, qui font que certains entrepreneurs privilégient de rester à 9 et surtout jamais passer à 10. Vous restez à 49 et surtout jamais passer à 50. Si vous regardez les statistiques de l'INSEE, c'est impressionnant de voir le nombre d'entreprises à 49 salariés et le nombre à 51. Il y a un décrochement complet. Et c'est vrai qu'effectivement, et je vous confirme que l'Élysée est sensibilisé sur le sujet, alors est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Mais un système différent éviterait les effets de seuil. Et cet argent qui serait sorti servirait à une société, enfin un fonds d'investissement régional qui abonderait les retraites. Et enfin, je ne vais pas expliquer tout le système, mais ça serait très cohérent et ça serait beaucoup plus efficace pour pouvoir réorienter les entreprises et faire des pôles de compétitivité. Bon, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est de ce qui se passe au niveau monétaire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez la Banque du Japon qui vient d'ouvrir les vannes. Allez, les billets, ça tourne. Ils ont réussi à créer de la monnaie en pagaille partout
et sans la faire bouger de prix. C'est un équilibre extrêmement instable. Et d'autre part, la Banque Centrale Européenne, qui n'a jamais voulu donner un rond pour travailler, pour investir, pour faire quoi que ce soit, elle en a créé énormément pour les banques. Les 345 milliards un jour que Trichet a sorti de la banque pour sauver la finance internationale. Bon, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, la Chine est en train de récolter l'or du monde. Elle l'achète en pagaille, demande à ses citoyens d'acheter l'or, et d'ici 2 ou 3 ans, peut-être 4, 5 au maximum, ils vont ficher le dollar en l'air. Et les Américains en sont très contents parce qu'ils ne paieront jamais leurs dettes. Si le dollar chute, il n'y a plus de dette. Hein. Et si j'ai un conseil à vous donner, surtout, ne prenez pas des actions, des obligations à long terme, parce que vous êtes sûr d'être cuit. Hein. Alors, vous donnez un conseil pour dire où il faut mettre votre argent, j'en suis bien incapable, parce que tant que le système sera comme ça, c'est... Bon, votre conseil solidaire sur les entreprises, les petites entreprises est très intéressant, et il y a tout un travail en ce moment sur l'économie sociale et solidaire qui essaye d'émerger et de devenir l'un des systèmes les plus simples pour la création d'entreprises aujourd'hui ou pour la reprise d'entreprises, qui va dans ces directions-là. C'est un gros chantier, c'est un gros travail. Ça, je crois que c'est un ministère. Je ne sais plus si quelqu'un peut me préciser si c'est un ministère plein ou si c'est un secrétaire d'État. Benoît Hamon, c'est un secrétaire d'État, mais qui est nommément à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un vrai sujet dans lequel on peut faire beaucoup de choses et qui porte de vrais moyens de remettre les salariés et l'ensemble des parties prenantes, ce que CGIDon appelle les parties prenantes, au cœur du dispositif de l'intérêt de l'activité de l'entreprise, pour mettre, on dit maintenant au CGID, l'économie au service de l'homme et de la vie. Voilà. Donc sur l'économie sociale et solidaire, je vous rejoins. Pour ce qui est de la Chine, les analyses actuelles nous inquiètent fortement sur la situation de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est arrivée en bout de course de son modèle, commence à avoir une forte demande interne d'augmentation de salaire et de fortes problématiques qui va probablement, dans les prévisions les pires, les plus favorables, déstabiliser le pouvoir en place, qui, pour éviter d'être déstabilisé, est en train d'augmenter et à doubler son budget militaire. Et le premier porte-avions chinois vient d'être mis à l'eau il n'y a pas très longtemps. Donc vous parliez de la Chine et du Japon. J'ai peur, moi, à titre personnel, que dans les prochaines années, on entende parler de ces deux pays ensemble. Voilà. Donc, c'est parce que pour les dictatures, et je considère, alors je vais peut-être me faire insulter, que le fonctionnement chinois est quand même plus proche d'une dictature que d'une démocratie. Pour les dictatures, l'un des moyens de défense quand la population gronde, c'est de faire la guerre avec le voisin. Voilà, pour résumer. Et là, c'est pareil, c'est très personnel, donc on peut m'en vouloir à moi, mais n'en vouliez pas au collectif. Alors pour revenir juste 2 secondes sur ce que vous parliez de conseils en termes de banque, etc. Moi, j'aimerais savoir simplement, parmi vous ici, combien de personnes savent ce que votre banque, où vous déposez votre argent que vous épargnez, fait avec votre argent. Est-ce que vous avez déjà pris la peine de vous intéresser à ça, de savoir comment était investi, comment est-ce que la banque gagnait de l'argent avec vos épargnes qui sont accumulées. Déjà se poser cette question-là et savoir où on met notre argent, c'est déjà une petite action personnelle qui peut déjà faire quelque chose et qui, si elle était agrégée, arriverait peut-être à des effets un peu plus larges. Il faut savoir que les banques aujourd'hui ne gagnent plus d'argent, même avec les prêts qu'elles vous font pour les maisons. Mais elles gagnent de l'argent avec les services qu'elles vous vendent, avec les téléphones, avec les assurances. Maintenant, les commerciaux auxquels vous avez affaire dans vos agences sont pour certains, pas encore totalement, mais pour beaucoup, déjà intéressés sur le montant des services qu'ils vous facturent, les cartes bleues, les frais de virement, etc. Et ça devient ça, pour eux, le cœur d'activité, à leur corps défendant pour la plupart, notamment les anciens, ceux qui sont banquiers depuis 10-15 ans, un certain nombre s'en retirent, puisqu'ils considèrent que le monde est dénaturé, ou leur monde bancaire est dénaturé. Je vais passer le micro pour la dernière question de la soirée. Alors, un point, 2 secondes, éteignez la télé, 3e voie. 2e point, un petit peu plus long, c'est sur le mot démocratie que j'ai souvent entendu. Je voudrais reprendre les idées d'Étienne Chouard là-dessus. D'un point de vue technique, nous ne sommes pas exactement en démocratie, où le peuple prend directement ses décisions, mais en gouvernement représentatif, où le peuple choisit, avec plus ou moins de bonheur, des représentants, une élite, qui, on l'espère, sera mieux à même que le peuple de prendre les décisions qui s'imposent.
Le seul problème, c'est que ça dérive en oligarchie. Par exemple, il y a eu des études aux États-Unis, alors j'ai pas les sources exactes à retrouver, qui montrent que celui qui a le plus de chances de gagner, quasiment systématiquement, c'est celui qui a eu le plus de fric dans sa campagne électorale. Ils savent bien que c'est le fric qui les élise, et il y a comme un léger conflit d'intérêts. Donc, ce qu'il faudrait donc rechanger, vous avez parlé d'une assemblée constituante. Il faut faire attention juste à ce que les hommes de pouvoir n'écrivent pas les règles de pouvoir. Si on regarde notre constitution, il faut savoir qui l'a écrit et tout ça. Je crois que j'ai tout dit. Oui, voilà, un homme très bien intentionné, mais il n'allait pas se mettre des bâtons dans les roues. Non, il avait eu... je suis pas en désaccord avec ça, et j'ai fini. Pourquoi je dis que c'est une monarchie constitutionnelle? Parce que vous parlez de la Cinquième République mise en place par De Gaulle. Il y a différentes définitions de démocratie, je reviens là-dessus. C'est mon truc favori, moi, c'est mon dada à moi. Chacun a son dada, monétaire, etc. J'ai même tout à l'heure entendu monétaire démocratique. La monnaie est démocratique, je trouvais ça fabuleux. Donc il y a différentes manières de définir la démocratie. Un des points, c'est le système électif, mais il n'y a pas que ça, il y a la séparation des pouvoirs, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc séparation des pouvoirs, les trois premiers pouvoirs qu'on connaît le mieux, c'est exécutif, législatif, judiciaire. Il faut savoir que la Constitution française de 58 permet donc à vos députés, que vous élisez tous les 5 ans, de remettre le pouvoir judiciaire entre les mains du pouvoir exécutif. Donc ça, il faut quand même le revoir. Et après, on s'étonne qu'au niveau de tout ce que vous avez dit, il y a des collusions qui se font au niveau financier, au niveau politique. Il suffit de rajouter le niveau criminel pour avoir de la mafia. Et quand on sait que toutes les lois économiques qui existent ont été votées par des politiques qui subissent les lobbies financiers, quand on sait que la plupart des anciens présidents, Mitterrand, donc criminel, il ne faut pas oublier Lorraine Bovarior, Chirac, délinquant financier, etc., Sarkozy, etc., qui échappent les uns après les autres. Eh oui, ils échappent à la justice simplement parce que la structure de la Constitution donc de 58 fait que les parlementaires, dans l'article 34, la Constitution qui fait la répartition des ceci, et dans l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est le pouvoir politique qui nomme les procureurs de la République à travers le Conseil suprême de la magistrature, etc. J'ai pour habitude de dire que la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. La Cinquième République est une forme de démocratie qui est probablement à revoir. Après, c'est pas l'objet de Collectif Roosevelt 2012 de dire dans quel sens le faire. À titre personnel, je prône une Sixième République, donc une refonte totale de notre mode de fonctionnement. Enfin, totale. Pas totale non plus, mais une vraie refonte de notre mode de fonctionnement. Mais voilà, c'est pas l'objet du travail du collectif. Ouais, mais ça manque parce que ça ne pourra jamais être appliqué. Ça, c'est les partis politiques s'en emparent. C'est un coup d'épée dans l'eau. Je vous confirme Sachant que les partis politiques s'en qui emparent. qui font les lois et qui subissent les lobbies financiers. Donc à jamais ils vont vous écouter. Donc ça, c'est perdre son temps. Il reste une question là-bas, et puis je pense que tout le monde est en train de se lever. J'ai pas d'oreillette pour me dire d'arrêter, mais je crois que dans l'oreillette on me dirait d'arrêter. Oui, c'est ça. Ouais, donc moi je voulais revenir un peu sur le principe des 9 mesures d'urgence. J'en vois qu'il y en a certaines qui sont au niveau européen, d'autres qui concernent plus ou moins le monde du travail. Ah bah c'est dommage, je connais sa lèvre. Ouais, je sais pas pourquoi il a bougé. Ouais, donc ce qui m'inquiète un peu, c'est que bon, on peut parler autour de nous, on peut voter, faire tout ce qu'on veut, mais comment faire appliquer ces mesures, sachant qu'au niveau européen, il y a la Commission de Bruxelles avec tout Barroso et compagnie, tous les gars qui sont mis en place. 86 000 signataires au collectif Roosevelt, ça donne du poids quand un représentant du collectif Roosevelt va faire les rencontres avec un Premier ministre qui est lui-même signataire du collectif, avec un ministre, avec un chef de cabinet, avec quelqu'un à la communauté européenne, etc., etc. Un premier axe simple, c'est ça. Puis le deuxième axe, c'est de s'engager en politique. C'est Laure qui le disait tout à l'heure, c'est de s'engager et essayer de changer les choses à l'intérieur. Beaucoup plus dur. Mais c'est la phrase de conclusion du film, hein, c'est choisissez la liberté ou la tranquillité. Ouais, d'accord, mais alors ça veut dire quoi? Il faut attendre que, en gros, Merkel et compagnie partent, laissent la place pour que au niveau européen ce soit un peu moins libéral.
Et tout ce qui concerne du travail, on voit la pression que met le MEDEF et la notion de compétitivité là, qui commence à rentrer dans toutes les têtes, quoi. Quelle est la vitesse de propagation du mouvement Roosevelt par rapport à la propagation de ces idées-là qui est en train de petit à petit d'investir la majorité de la France, quoi. Alors je peux confirmer que la propagation des idées du mouvement Roosevelt est très rapide, parce que le mouvement il a pas 5 ans, hein, c'est Roosevelt 2012, il n'a pas été créé en 2000. Donc la propagation pour avoir 86 000 signataires si vite, alors j'ai pas le chiffre à jour, mais le chiffre est déjà parle beaucoup. Et comme le disait Laure tout à l'heure, il y a même le PS qui a repris certaines des propositions pour une partie d'entre eux dans leurs propositions en interne. Jean-Marc Ayrault l'a signé. Donc après il y a le passage à l'acte et on ne veut rien lâcher. Et c'est pour ça qu'on fait de l'information et c'est pour ça que Pierre Larouturou ou d'autres rencontrent des décideurs ou d'autres économistes pour pouvoir faire en sorte de passer à l'acte sur les mesures qui sont proposées. Ouais, parce que j'ai quand même l'impression que dans le passage à l'acte, c'est plutôt l'inverse qui se fait. On est plutôt en train de revenir en arrière par rapport à ce qui était annoncé dans le programme, par rapport aux propositions, quoi. Je peux pas faire la politique du gouvernement ici. Ouais, d'accord. Mais la question, c'est quand même d'arriver bien à l'influencer de façon à ce qu'elle aille dans le sens totalement. Et on lâche rien pour ça. Ça, je vous confirme. Séparation banque de dépôt, banque d'affaires, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été annoncé, ça n'a pas été fait tout de suite, c'est annoncé pour janvier, on est à l'affût et on pousse à ce que ça soit mis en place.